20 ans, parce qu'on fête 20 ans d'éducation thérapeutique au centre. Donc, elle tombe bien cette soirée, puisqu'on est dans la semaine de prévention dépistage du diabète, qui est une semaine nationale, qui est relayée en Nouvelle-Calédonie, avec comme point d'orgue le salon du diabète à la mairie de Dambéa, organisé par l'association des diabétiques samedi. Et donc la genèse de ce centre d'éducation, eh bien, c'est que dans les années 90, au tout début, on s'est rendu compte qu'à l'hôpital, il y avait de très nombreux diabétiques, jeunes et déjà compliqués. Donc il y a une équipe de l'INSERM qui est venue conduire une étude de prévalence en population, 9000 patients sélectionnés, une étude Caldia qui a montré qu'à l'époque, il y avait 3 fois plus de diabétiques en Nouvelle-Calédonie comparé à la France. Dès l'année suivante, 1994, le Congrès s'est emparé du sujet, le politique s'est emparé du sujet et a demandé à ce que le diabète, a décrété que le diabète devenait priorité de santé publique et a financé alors le premier programme diabète. Alors à l'époque, le constat il était assez simple. La prise en charge classique du diabète menait à un échec thérapeutique programmé. Dans la maladie chronique, la mise en échec du soin se fait malgré l'escalade thérapeutique. Vous la connaissez, on commence avec metformine, puis metformine glyptine, puis metformine glyptide sulfamide, metformine sulfamide GLP-1, metformine glyptine insuline lente, metformine GLP-1 insuline lente, 4 insulines par jour, puis la pompe à insuline. Et en bout de chaîne, on a cette insuline anabolisante qui va contre l'effet voulu, la perte de poids. Donc on s'arrache les cheveux, ça ne marche pas, bien entendu. Et du coup, une très large majorité de diabétiques n'étaient pas à l'objectif en termes d'hémoglobine A1C. Alors face à cette défaillance bêta-pancréatique, l'escalade thérapeutique, comme on le disait, ne fonctionnait pas et il a fallu réinventer la prise en charge de la maladie chronique. Est arrivée l'éducation thérapeutique du patient. Alors dès 1999, dans ce premier programme diabète, est arrivé le financement et l'ouverture du centre d'éducation diabétique et diététique, à l'époque associatif, un centre ambulatoire et non hospitalier. C'était un des premiers centres nationaux de ce type, il n'y en avait pas encore en métropole, donc la Calédonie était à cette époque-là précurseur. L'ambition, c'est de faire adhérer le patient au parcours de soins grâce à un transfert des compétences des soignants vers les patients au cours d'un stage qui doit être conduit en parallèle des soins que vous leur apportez. Alors la cible, eh bien, ça va être les femmes qui sont plus vulnérables, sont plus sensibles aux émotions, elles ont des hormones qui jouent contre elles, elles ont des soucis de deuil pathologique très fréquents, même si elles sont l'avenir de l'homme par le biais de l'épigénétique. La cible, c'est aussi les hommes jeunes sédentaires qui deviennent diabétiques, et puis les hommes actifs professionnellement, ils deviennent diabétiques, eux, à l'âge de la prise de la retraite. Alors à quel moment on va cibler ces patients? Dès le diagnostic, et même avant même, idéalement, le diagnostic de diabète, dès le stade de prédiabète, et bien sûr de diabète gestationnel. Et jusqu'où on va les prendre en charge en termes d'éducation thérapeutique? On peut aller jusqu'aux cas les plus désespérés, désespérants pour vous, et c'est l'occasion pour vous de passer la main à une équipe différente, multidisciplinaire. Bien entendu, on vise la patientèle du Grand Nouméa, mais on a des actions dans l'intérieur et les îles avec du rééquilibrage où on envoie des équipes mobiles, renforcer les équipes des dispensaires, notamment des diététiciennes. On en a 3 qui parcourent les provinces. Alors l'équipe, elle est transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle parle le même langage. Elle est formée, diplômée en éducation thérapeutique, avec infirmière, diététicienne, professeur d'activité physique adaptée, ces nouveaux métiers de la forme. On est à l'heure du sport santé, vous le savez, qui se développe, et psychologue. Alors les outils de cette éducation thérapeutique, c'est d'abord de ne pas rater un temps clé qu'est l'annonce, qui nécessite un temps dédié, d'y revenir plusieurs fois, s'assurer que le patient est bien compris. Ensuite, nous, on ne connaît pas le patient, donc ça va passer par un diagnostic éducatif, où on va partir de la demande du patient en termes de projet de vie. On s'intéresse à son projet de vie, il va s'intéresser en retour à notre histoire de diabète. On fait ça en se servant du groupe, l'intelligence collective entre pairs, mais aussi avec des entretiens individuels, avec une activité vraiment personnalisée. On se sert d'un outil essentiel, l'entretien motivationnel, où on va travailler l'ambivalence du patient.
qui à la fois veut et ne veut pas. Ça demande du temps, on a de la chance, on en a, service public, de la gratuité. On sait que le diabète, c'est une maladie avec un gradient social important. Et malheureusement, les consultations de diététiciennes, de psychologues ou le professeur d'activité physique adaptée, ce n'est pas pris en charge par les caisses. On accueille des aidants, c'est-à-dire que les patients peuvent être accompagnés, notamment quand il y a des problèmes de langue ou besoin d'une transition culturelle. Et puis au bout du compte, on essaye d'arriver à l'objectif décisif, qui est la décision médicale partagée, le but ultime qui mène à une alliance thérapeutique de qualité. Alors au cours du stage des axes de la physiopathologie, il faut que le patient comprenne les causes et les conséquences de ce diabète, de la diététique. L'alimentation équilibrée est basée sur la consommation de fibres, de fruits et légumes, qui doit être l'élément principal de la constitution du repas. L'activité physique doit être à la fois quotidienne et adaptée à l'état de débilitation du patient. La gestion du stress et au-delà, parfois une prise en charge psychologique, soit pour des problèmes d'acceptation de la maladie, soit parce qu'il y a des problèmes psychopathologiques sous-jacents, des deuils qui n'ont pas été faits. C'est assez fréquent dans les patients qu'on reçoit. L'autosurveillance glycémique, bien sûr, mais à condition qu'il y ait interprétation derrière, c'est-à-dire que le patient se pose la question de est-ce que ma glycémie capillaire est dans les objectifs, pourquoi elle n'est pas dans les objectifs et qu'est-ce que je peux faire pour la ramener dans les objectifs. Pour rappel, on est limité aujourd'hui à 200 bandelettes par an pour les patients qui ne sont pas insulinés. Et grâce à cette autosurveillance glycémique et à ce contrôle glycémique, on va avoir le symptôme manquant puisque la maladie est principalement asymptomatique. Bien sûr, des connaissances et des compétences dans la gestion des médicaments et de l'hypoglycémie, une surveillance du poids et de l'hémoglobine A1C, il faut qu'ils sachent où on va, qu'ils connaissent le suivi avec les examens spécialisés, et puis, au-delà, les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, quels résultats on obtient après 20 ans? Les statistiques montrent une amélioration de la qualité de vie, une alimentation plus équilibrée, une activité physique plus adaptée, moins de stress, une amélioration de la composition corporelle sur nos balances à impédance métrie, une perte de poids. Et en moyenne, et c'est ça qu'attendent les payeurs, c'est un recul de l'hémoglobine A1C d'1%, donc c'est en moyenne l'équivalent d'un médicament. Et puis, au décours de ce stage, on arrive en moyenne à arrêter un médicament. Donc on arrive à une désescalade thérapeutique au bout de 6 mois. Donc c'est coût efficace. Coût efficace, d'autant que ce stage, avec cette prise en charge qui s'étale sur le temps, à peu près 6 mois, coûte en moyenne une journée d'hospitalisation au Medipôle, en médecine. Alors ailleurs, en cabinet libéral, on peut prendre simplement une posture éducative. Au lieu de faire le dextro au patient, on lui demande de le faire devant soi, par exemple. En dispensaire, on a la chance de travailler en équipe, donc il va y avoir une prise en charge multidisciplinaire. Et puis au CHT, comme à la clinique, on a des temps dédiés à l'ETP, notamment au lit du malade. Alors les perspectives, elles montrent que les prévisions de l'OMS ont été très largement dépassées. Voilà, en 1998, là, sur le graphe de gauche, on voit que l'OMS prévoyait qu'en 2000, il y aurait 150 millions de diabétiques et qu'en 2025, on aurait 300 millions de diabétiques. Et pourtant, vous voyez qu'en 2017, les chiffres de l'OMS, c'est déjà 425 millions d'adultes diabétiques. Alors comment ça se fait que les experts internationaux se soient autant trompés sur les perspectives? Eh bien, c'est parce que pour devenir diabétique, il faut remplir une double condition. Il faut une fragilité familiale, le diabète de type 2, c'est une maladie familiale, et des kilos en trop. Mais qu'est-ce qui intervient pour démultiplier les choses? Eh bien, c'est l'épigénétique, un phénomène qu'on connaît depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Et vous vous rappelez, c'est ce phénomène qui fait que les molécules d'ADN vont s'enrouler ou se dérouler et que la lecture du code génétique va être différente. Et ce phénomène, il est transgénérationnel. C'est-à-dire qu'une femme qui conçoit un bébé avec un excès de poids va avoir des marqueurs épigénétiques qui vont imprégner l'enfant à naître, qui va devenir diabétique et qui va transmettre cette fragilité à la génération suivante. Et c'est comme ça qu'on explique des chiffres aussi importants d'explosion de ce diabète. Cette explosion du diabète en Calédonie, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné des chiffres multipliés par 5 en 20 ans. Voilà. En 97, il y a 20 ans, on était à 2794 diabétiques.
Et aujourd'hui, on atteint, enfin, ou plutôt hier, puisqu'on a les chiffres CAFAT que de 2017, on était à 14 000 diabétiques. Les coûts aussi, ils explosent. On est passé de 5,5 milliards en 2012 à pratiquement 7 milliards en 2017 pour une maladie 9 fois sur 10 évitable. Au secours. Alors les causes de tout ça, on l'a dit, c'est l'obésité, c'est l'épigénétique et puis le vieillissement de la population. Donc voilà la situation de l'obésité en 2012 pour l'enfant et en 2015 pour l'adulte. On voit que chez les enfants de 6 ans, 2 enfants sur 10 souffraient déjà de surcharge pondérale. À 9 ans, 3 enfants sur 10 et à 12 ans, 4 enfants sur 10. C'est une étude qui a été menée par Hélène Pichot qui est dans la salle ce soir. Merci Hélène. Et puis chez l'adulte, le baromètre santé 2015 qui montre que 66% des adultes souffrent de surcharge pondérale avec surtout 38% d'obésité. Là où ailleurs, le surpoids l'emporte sur l'obésité. En Calédonie, l'obésité l'emporte sur le surpoids. Les experts disent qu'il faudrait que l'obésité recule de 25% pour que l'épidémie de diabète se stabilise, arrête d'augmenter. Donc un recul de 25% de l'obésité pour une stabilité du diabète. Autant vous dire qu'on va se former au diabète encore quelques années. Alors c'est surtout l'obésité abdominale qui fait le lit de ce diabète, et vous voyez que même si 54% de la population adulte souffre de cette obésité abdominale, eh bien ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut, avec 69% des femmes qui souffrent d'obésité abdominale. Et de par cette épigénétique, on peut s'attendre à une explosion continue de cette épidémie de diabète en Nouvelle-Calédonie. Alors l'épigénétique, vous vous rappelez, pour prendre l'exemple le plus simple, c'est le mode de vie. Et donc les larves d'abeilles avec le même matériel génétique, quand elles sont nourries avec de la gelée royale, elles deviennent reines. Et quand elles sont nourries avec une alimentation basique, elles deviennent ouvrières. Le vieillissement de la population, le troisième pan, vous voyez sur le graphe en haut à gauche l'augmentation de l'espérance de vie, homme-femme. Vous voyez la pyramide des âges avec en 2005 et les perspectives pour 2030, avec un vieillissement de la population dans la forme hachurée, et puis une proportion de plus de 60 ans qui passe de 6,9% en 89 à 9,4 en 2005 et qui est estimé par l'INSEE à 19% en 2030. Donc il va y avoir plus qu'un doublement des plus de 60 ans en Nouvelle-Calédonie. Donc une explosion à venir de ce diabète. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles mesures il faut prendre? Bien entendu, il faut organiser encore plus le dépistage. Plus on va dépister tôt, plus on va pouvoir prendre en charge tôt et faire reculer les complications redoutables. Chez les apparentés de diabétiques, dès la prise de poids, et chez les personnes en surcharge pondérale, dès l'âge de 40 ans, au moins annuellement. Le dépistage classique, on le voit sur cette courbe, il se fait ici, au niveau du diabète connu, quand on a largement dépassé ce 1,26 g à jeun ou ce 2 g en postprandial, alors que le dépistage idéal, il devrait se faire ici, dès qu'on a une altération de la tolérance au glucose et qu'on atteint le stade de prédiabète, soit sur des glycémies à jeun qui dépassent 1,10 g, soit sur des glycémies postprandiales qui dépassent 1,40 g. Et quand on prend en charge les personnes au stade du prédiabète, on peut s'attendre à ce qu'ils ne deviennent jamais diabétiques. La prise en charge, elle devrait commencer avant même la conception, à cause de ce phénomène d'épigénétique. Et donc, dans l'idéal, il faudrait que les femmes tombent enceintes, en bon état de santé, bien sûr les femmes, mais les hommes aussi devraient être en bonne santé pour ne pas transmettre ces marqueurs d'épigénétique. Enfin, pour en terminer, la prévention. Il faut garder à l'esprit que le diabète, c'est un problème de société qui est dû à la mondialisation, au gradient social, que les inégalités continuent à se creuser. Donc il faut s'attendre à ce que le diabète continue à progresser. Et puis, ce n'est pas de notre sort, c'est aux politiques de protéger la population pour qu'elle puisse faire des choix de mode de vie sain. Nous, la prévention, ce n'est pas notre job, elle n'est pas médicale. Alors, juste une petite slide pour en terminer sur le diagnostic éducatif. Donc nous, quand vos patients arrivent chez nous, on ne les connaît pas. Donc on les passe à la moulinette de cette série de questions.
Qu'est-ce qu'il a le patient? Comment est-ce qu'il vit son problème de santé? Qui il est? Très important. Mais la plus importante des 5, c'est quels sont ses projets. Je vous disais en introduction que nous, on part du souhait, de la demande du patient, et donc on s'intéresse à ses projets. Hein, c'est la fameuse triade du don contre don. Quels sont les obstacles et quelles sont les personnes sur qui il va pouvoir compter pour l'accompagner. Et enfin, une dernière slide sur la décision médicale partagée, un petit rappel. Il s'agit dans un premier temps de définir la situation, de verbaliser qu'une décision est à prendre avec le patient, de se mettre d'accord avec lui sur le fait de la nécessité d'améliorer la situation en cas de déséquilibre du diabète, de présenter les options en termes de balance bénéfice-risque, d'identifier les valeurs et les préférences du patient, de s'assurer que le patient ait bien compris tout ça, et enfin, prendre la décision ensemble. C'est ce qui permet d'avoir une bonne adhésion au parcours de soins souhaité, souhaitable. Voilà, merci de votre attention. Je vous ai senti un peu découragé face au diabète. Je ne suis pas certain que je vais vous remonter le moral énormément avec la vaccination anti-HPV en milieu scolaire. Bon, alors tout d'abord, je n'ai pas de formation médicale, donc je ne vais pas vous donner de l'information médicale, mais je vais vous parler de cette campagne de vaccination anti-HPV qu'on a commencée en 2015 et qu'on a créée dans le cadre d'une lutte contre le cancer du col de l'utérus. Alors en termes de contexte, la prévention du cancer du col de l'utérus, c'est une priorité de santé publique depuis 1994. En Nouvelle-Calédonie, on a une incidence qui est à peu près 2 fois plus élevée qu'en France ou en Australie. Alors en termes d'effectifs, ça fait 20 cancers invasifs à peu près tous les ans, selon le registre. Et environ 90 cancers chaque année pré-invasifs. Voilà, sur les effectifs, on est à peu près là-dessus. Un cancer qui touche particulièrement les femmes océaniennes et des cancers qui sont encore diagnostiqués tardivement. En termes... Pourquoi 2 fois plus? Alors certainement plus d'IST, peut-être aussi du dépistage qui a une couverture du dépistage qui est moins importante. Et sur ces 2 facteurs-là, je pense qu'on doit pouvoir l'expliquer comme ça. Et après, effectivement, le frottis, alors c'est pas le sujet, mais on va en parler un petit peu quand même du frottis, parce que c'est quand même très complémentaire. En termes de recommandations, donc on a un dépistage qui est recommandé avec le frottis tous les 3 ans, après les 2 premiers frottis normaux à 1 an d'intervalle. En termes de prévention primaire, maintenant on a la vaccination. Le comité de santé publique dit voilà, on peut vacciner à partir de 9 ans et préconise d'organiser la vaccination en milieu scolaire afin de toucher un maximum de personnes. Et en Nouvelle-Calédonie, on a le calendrier vaccinal, donc qui recommande fortement la vaccination auprès des jeunes filles à partir de 11 ans. Donc vaccination à 11 ans, donc jusqu'à 14 ans, on est sur un schéma vaccinal à 2 doses. Voilà. Donc en Calédonie, ce que l'on a fait, c'est dans le cadre de la lutte du cancer du col de l'utérus, on a fait une campagne de dépistage par frottis, une campagne de dépistage organisée, où on invite les femmes par courrier à faire un frottis tous les 3 ans. On fait ça depuis 2011. Ça existe maintenant en métropole depuis l'année passée. C'est un programme qui s'adresse aux femmes de 20 à 65 ans. Et en parallèle, on a mis en place la campagne de vaccination anti-HPV, qui est proposée aux jeunes filles de 12 ans. On a choisi 12 ans parce que c'est un âge aussi qui est assez pratique en termes d'organisation, puisqu'elles sont toutes au collège, ou quasiment toutes. Alors que si on les prenait à 11 ans, on aurait encore des jeunes filles dans les écoles, et c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, en fait, ce qu'on a vu en recommandation, on l'a mis en place en termes de campagne. Le principe de la vaccination, elle s'adresse aux jeunes filles de 12 ans scolarisées en collège. Ça a lieu dans l'ensemble des collèges de Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient publics ou privés. On travaille avec les acteurs habituels de l'agence, les gens avec qui on travaille tout le temps, les provinces, la DAS, le vice-rectorat, nos partenaires classiques. En termes d'organisation, c'est une vaccination qui est proposée aux parents, elle n'est pas obligatoire, donc il nous faut vraiment un accord parental. Donc on distribue des autorisations parentales, on les récupère ou pas, et si on les récupère avec un oui, on vaccine. Les séances de vaccination, elles sont effectuées par un médecin, c'est-à-dire qu'on recrute un médecin à l'agence juste pour la mission de vaccination. On vaccine avec le garde d'asile. Alors maintenant, il y a un nouveau garde d'asile, le garde d'asile 9. Alors on est encore sur le 4, mais on va se préparer à passer sur le 9. Donc qui nous permet d'être actifs à la fois sur les HPV dans le cadre du cancer du col, mais aussi sur les condylomes,
ce qui n'était pas le cas du Cervarix. Le schéma vaccinal, donc, il est à 2 doses à 6 mois d'intervalle, donc on arrive à vacciner sur une année scolaire. Au préalable de la campagne, on a fait des actions de communication. Alors, auprès des professionnels de santé, on avait formé un délégué de santé publique qui allait voir les médecins sur le Grand Nouméa. On avait fait venir le professeur Grasselin ici à l'association médicale, qui nous avait présenté cette vaccination, qui nous avait parlé un peu des polémiques aussi qu'on pouvait trouver en Nouvelle-Calédonie. On a fait de la communication auprès du grand public. Donc on a fait de la radio, de la télé, du Facebook, du flyer, de la communication directe auprès des familles des jeunes filles de 12 ans. Et en septembre 2015, on a commencé donc notre première campagne. Donc, on était parti sur un système un petit peu compliqué, on était à cheval sur 2 années scolaires, mais on l'a lancé à ce moment-là, donc en septembre 2015. Et en octobre 2015, le professeur Grasselin nous en a fait un petit peu parler quand même. Il nous a dit attention, ça va peut-être piquer un peu. Hop, on a les mobilisations anti-vaccination sur la Calédonie qui se sont réveillées, qui étaient jusque-là assez d'ailleurs discrets, puisqu'on a en plus un bon taux de couverture vaccinale en Nouvelle-Calédonie, et qui ont repris tout simplement les arguments du professeur Joyeux, donc, qui avait lancé une pétition en métropole, qui avait écrit des livres, donc il faut les vendre, et qui ont été repris ici au niveau local avec des pétitions envoyées au gouvernement, diffusées sur Facebook, voilà, où on reprend classiquement les arguments du professeur Joyeux, et des pétitions donc, et des discours qui ont touché des associations de parents d'élèves, et donc qui ont diffusé également ce message auprès des parents, avec des communiqués de presse, des choses comme ça. Donc c'était un petit peu compliqué, et ça nous a amené en fait à faire un arrêt temporaire de la campagne en 2016, où on nous a demandé aussi de revoir un peu notre processus de communication. Voilà. Alors, je vous assure, ce qui est écrit là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est faux. Une dose de Gardasil, ça ne coûte pas 400 €. Ça coûte 80 €, mais pas 400. Voilà. Les choses que j'ai mises, c'est actuellement, vous pouvez les trouver sur le net. Ce n'est pas des archives ou des choses que... Voilà, donc je vais les récupérer. Donc on a révisé notre campagne de communication, parce que ça avait fait beaucoup de bruit, donc au niveau aussi politique, c'était un petit peu compliqué. Donc on nous a demandé de faire un nouveau dépliant. C'est vrai que notre premier dépliant, c'était celui-là. Donc on était vraiment dans une démarche plus de promotion de la santé et de promotion de cette vaccination. On est passé à ce type de dépliant, donc beaucoup plus informel. Voilà, on a fait une communication, donc plus de télé, plus de radio. On s'est vraiment axé sur une communication en direction des familles, donc vraiment les personnes concernées directement. Donc c'est-à-dire qu'on n'a envoyé que des courriers à ces gens-là, point barre, on n'a pas fait de bruit derrière. Et en quelque sorte, on est passé d'une logique de promotion de la vaccination, quand même dans le calendrier vaccinal, c'est une vaccination qui est fortement recommandée, à une logique de proposition, donc de quelque chose de très neutre. Vous pouvez faire vacciner votre fille. Oui, non, point barre, on ne se mouille pas. Voilà. En termes de résultats, alors on a repris la campagne, je vous ai dit on l'avait arrêté en 2016, on l'a repris l'année d'après. On a eu une première campagne à 43% de jeunes filles vaccinées, on est tombé à 41 en deuxième campagne, à 34 en troisième campagne, et là la campagne en cours, qui n'est pas terminée, ce n'est pas un chiffre définitif, mais on est à 40%, donc on devrait se rapprocher, je pense, en fin d'année, des taux de la première campagne. Donc, ça représente à peu près 800 jeunes filles vaccinées quand on est à 40%. On est sur ces chiffres-là, on est sur des classes... si on prend les filles de 12 ans, ça fait à peu près à chaque fois 2000 personnes. Donc, ça fait 800 jeunes filles vaccinées donc, qui bénéficient d'une protection individuelle. Après, par contre, de l'avoir une immunité collective, on en est très loin. Les résultats de la campagne donc, qui a commencé cette année, donc c'est quasiment du définitif. En fait, on vaccine pas trop mal sur les îles. Il faut dire qu'il y a eu un travail d'accompagnement autour de la vaccination qui a été assez fort. Dans le nord, on tombe à 52%. En province sud, on tombe à 34%. Et si vous allez dans le sud de Nouméa, vous tombez encore en dessous, vous tombez à 20%. C'est quelque chose qui est assez intéressant.
Alors, qu'est-ce que ça a donné par rapport aux polémiques? On peut dire, bah, voilà, peut-être qu'on a moins communiqué, peut-être qu'on... Les vaccinations que vous avez faites, vous? Oui, alors ça, c'est les vaccinations campagne. Après, il y en a très peu quand même hors campagne. La CAFAT rembourse 400 doses de garde d'asile en 2017 et en 2018, c'était les mêmes chiffres. Elles ont, donc 400 doses, ça fait 200 jeunes filles vaccinées en plus, mais sur toutes les tranches d'âge, donc les 13, les 14, les 15, les 16. Mais sur une tranche d'âge beaucoup plus importante. Et 200 maximum, parce qu'à partir de 14 ans, on est sur un schéma à 3 doses. Donc, chiffre à prendre avec précaution. Mais en tout cas, on est loin d'être à 70 ou 75% en tout cas. Donc, est-ce que ça a calmé un peu le mouvement anti-vaccination, le fait qu'on ait revu notre copie? D'ailleurs, on les avait en partie consultés. Pas vraiment. En fait, ça les a bien réveillés. Faut dire qu'on est tombé en même temps sur les questions de vaccination en France avec les vaccinations obligatoires. Et là, tout le monde s'y est mis. J'en ai 15, hein, ces vignettes, je pourrais les collectionner comme des vignettes Panini, ça serait pareil. C'est parti dans tous les sens, avec, bon, vous voyez, des choses assez douteuses. La dernière en date, je vous en informe, parce que peut-être que vous allez avoir des parents qui vous poseraient des questions là-dessus. C'est la reprise de cet argument. Alors, c'est le docteur Delépine, encore un docteur en retraite, qui écrit des bouquins. Il faut vraiment qu'il se pose des questions sur les complémentaires retraite parce que ça pose problème. Voilà, donc argumentaire qui a été fait en France, qui a été repris ici par des mouvements, alors anti-vaccination, je ne sais pas, ils disent qu'ils ne sont pas anti-vaccination, on va dire qu'ils sont sceptiques, en tout cas, et voilà, qui reprennent les éléments de cette étude pour demander la suppression de la campagne, à intégrer un comité technique des vaccinations, donc vraiment à s'impliquer dans le choix des vaccinations qui sont proposées en Nouvelle-Calédonie. Le seul problème, c'est que quand même, cet article-là se base principalement sur une étude de M. Lars Andersson, d'un institut suédois. Le problème, c'est que cet institut suédois ne connaît pas M. Lars Andersson. Donc en fait, c'est une étude complètement bidon, un article qui se diffuse sur Internet de manière, on retrouve partout, qui est repris localement avec des courriers au gouvernement, des machins, tout ça, et que cette information, elle se diffuse, et que nous, derrière, on a même des parents qui nous appellent en disant « mais j'ai vu ça, j'ai fait vacciner ma fille l'année passée, qu'est-ce qu'elle risque, machin ?» Parce que l'étude dit quand même que si vous faites vacciner votre fille, elle a plus de chances d'attraper un cancer du col de l'utérus, de développer un cancer du col de l'utérus. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que cette vaccination, mais toutes les vaccinations, ça a dépassé le stade du médical et c'est vraiment devenu un enjeu de société. Hier, sur France Inter, encore, on a interviewé un élu et on lui demandait sa position sur la vaccination. Voilà. Il y a des élus américains aussi qui ont propagé des informations sur le lien entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. J'ai un devoir de réserve, je ne peux pas dire qui c'est, mais son prénom c'est Donald. Ça vous donne une petite idée. Voilà. On voit qu'il y a des associations qui se mobilisent sur ce sujet-là. Et en soi, ce n'est pas un problème. Je veux dire, tant mieux. Les gens en parlent. Voilà. Ils ont le droit d'en parler. C'est une liberté. Je pense qu'à un moment, c'est bien aussi qu'au niveau de la communication, on revienne à des choses beaucoup plus médicales, beaucoup moins passionnées. Et je pense que l'information directe aussi des familles dans le cadre des consultations, c'est peut-être le meilleur moyen en Nouvelle-Calédonie de répondre aux questions des parents, parce qu'ils sont quand même très nombreux à se questionner sur... Ils ne sont pas anti-vaccination, ils sont dans le doute parce qu'ils voient tellement de choses, ils entendent tellement de choses de tout le monde, de n'importe qui parfois, et que ça pose un problème. Donc voilà, on voit en France la couverture vaccinale sur le garde d'asile, sur la vaccination anti-HPV, ils prennent les 2 vaccins, elle est à 21%, les États-Unis 42%, l'Australie 78%, 80% la Suède, le Royaume-Uni à 86%, Portugal à 87%. Donc nous, voilà, on serait plutôt à la hauteur des États-Unis. Et l'avenir nous dira si on bascule plutôt dans cette partie-là ou si on rejoint plutôt le modèle français qui n'est pas très performant pour le coup. Voilà. Bravo. Merci.
Donc on va passer du tout au tout. Donc moi je suis Hélène Pichot, je suis dentiste, responsable du programme Mes Dents Ma Santé à l'Agence sanitaire et sociale, dans lequel on fait de la prévention, du dépistage, de l'information aux professionnels de santé, des enquêtes. On s'occupe quoi. Et puis Nelly Beucher. Donc moi je suis sage-femme, j'étais chef de projet au programme Mes Dents Ma Santé pendant toute l'année dernière et pour cette année je continue sur les IST et santé sexuelle, mais je garde le projet qu'on va vous présenter tout à l'heure sur les femmes enceintes et la santé bucco-dentaire. Il se trouve que j'ai un master de santé publique en éducation à la santé. Donc on va vous parler un petit peu des conséquences de la grossesse sur la santé dentaire, parce que c'est pas un mythe. Des conséquences de la santé dentaire sur la grossesse, parce que là c'est grave. Et puis après, Nelly vous parlera d'un projet qu'on a testé dans des milieux défavorisés et dans des milieux aussi dans des dispensaires, puisque c'était plus facile de les mettre en œuvre et de toucher une population qui avait un besoin, d'éducation sanitaire pendant la grossesse. Donc quelles sont les modifications physiologiques qui en fait nous amènent à avoir des pathologies bucco-dentaires plus fréquentes pendant la grossesse, liées à l'augmentation de la production d'hormones? On a une augmentation de la vascularité, une tendance à l'œdème et puis des tissus mous, les buccaux qui sont plus fragiles. On a aussi une baisse de la réponse immunitaire et en parallèle, on a une prolifération des bactéries. Je ne sais pas si vous voulez connaître le nom des bactéries, mais en gros, des bactéries qui créent des pathologies gingivales et la bactérie de la carie, le Streptococcus mutans. Donc tout ça mis ensemble, c'est un peu le jackpot. En plus de ça, on a une augmentation du débit salivaire, surtout pendant le premier trimestre, mais une diminution de la qualité de la salive parce qu'on a une diminution du pH pendant la grossesse et une diminution du pouvoir tampon, donc du pouvoir de la capacité de la salive à augmenter son pH pour revenir à un pH neutre. Et du coup, tout ça contribue à la sélection des souches bactériennes qui proliféraient déjà. Donc on a une flore plus. Et en parallèle de ça, lié à la baisse du pH, on a une érosion buccale, enfin pas buccale, une érosion dentaire, des surfaces dentaires, qui est renforcée quand on a des reflux et des vomissements fréquents. Du coup, qu'est-ce qu'on voit apparaître le plus souvent dans la grossesse? C'est la gingivite gravidique. Elle n'est pas fréquente, elle est pratiquement quasi systématique. En fait, les femmes ne le savent pas, mais elles ont toutes une gingivite pendant la grossesse. Elle est exacerbée, bien sûr, s'il y a de la plaque dentaire, puisqu'il va y avoir plus de bactéries encore dans la plaque et que ces bactéries vont agresser la gencive qui est déjà hypervascularisée avec une immunité baissée et un œdème. Elle est aussi exacerbée s'il y a une consommation d'alcool, de tabac, le cannabis, je ne sais pas. Et dans le cas de diabète gestationnel, du fait des effets du diabète, on a plus souvent une gingivite et un défaut de cicatrisation lié aux petites plaies de la muqueuse. Donc quel est le traitement? On va conseiller au niveau alimentation de fractionner les repas pour limiter le reflux, pour limiter cette érosion et la diminution du pH qui est hyper fréquente. On va aussi conseiller en hygiène, donc toujours une brosse souple, ça on pourrait le dire à tout le monde, mais chez la femme enceinte, il y a une marque qui est très bien, c'est Inava, il faut leur conseiller vraiment des 10 centièmes, des trucs super doux, parce qu'elles ont les gencives qui saignent tout le temps, qu'elles vont du coup pas se brosser les dents, du coup avoir de la plaque, du coup augmenter la gingivite, du coup moins se brosser, du coup... Voilà, c'est infernal. Ou Inava. J'ai pas d'option dans le labo. J'en connais pas qui ont autant de degrés en fait, de douceur dans la gamme, quoi. Un dentifrice adapté chez la femme enceinte, ça va être potentiellement une alternance entre un dentifrice fluoré et puis un dentifrice pour les problèmes gingivaux. Mais pas tout le temps un dentifrice pour les problèmes gingivaux, sinon elles zappent le fluor et comme elles ont un risque carieux plus important du fait de la consommation de sucre et du pouvoir tampon de la salive qui a baissé, elles vont développer des caries pendant la grossesse.
Donc on va aussi faire un détartrage superficiel qui va donc éliminer la cause tartre qui potentialise la gingivite et conseiller des bains de bouche, mais alors attention au décapage parce qu'il y a trop de personnes qui, soit quand elles ont des traitements médicamenteux qui leur donnent une mauvaise haleine, elles se décapent au bain de bouche tous les jours et en fait après elles ont une candidose, un syndrome de bouche sèche. Et les femmes enceintes souvent aussi. Donc on va conseiller des bains de bouche sur une courte durée ou des bains de bouche homéopathiques avec du calendula assez dilué. Courte durée, c'est quoi? C'est 2-3 jours et puis espacé de 2 semaines. Voilà. Oui. En fait, c'est une teinture mère, donc c'est une teinture mère, donc en fait c'est de la phyto-homéo, quoi. C'est pas très dilué. Écoutez, ça fonctionne, empiriquement ça fonctionne. Alors le stade au-dessus de la gingivite, c'est la parodontite. Mais ça, elle va être moins fréquente parce qu'en fait, elle va apparaître si elle est préexistante avant la grossesse et que la grossesse décuple les symptômes, ou s'il y a des facteurs de risque familiaux, puisqu'il y a une pathologie familiale de parodontite, mais qui est hyper agressive, qui évolue très vite. Et là, de toute façon, les patients vont vous en parler tout de suite, ils vont saigner de la bouche, elles vont saigner de la bouche tout le temps, c'est l'hémorragie complète, et donc là, il faut l'envoyer en urgence chez le dentiste. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Malheureusement, les parodontites familiales, elles sont liées à un édentement très jeune, en fait. Donc, si la patiente vous dit, bon, en Calédonie, c'est un peu particulier parce que l'édentement, il est quand même fréquent, lié à la carie dentaire qui est super fréquente, au traumatisme et au fait que les gens, finalement, demandent l'édentement souvent plutôt que de faire un soin dentaire. Mais si une patiente vous dit ma mère, à 38 ans, après ses 3 grossesses, elle n'avait plus de dents, il y avait certainement une parodontite familiale derrière. Le traitement de la parodontite, il est local en première intention. Donc là, pour le coup, par contre, il faut des bains de bouche. Augmenter la fréquence de brossage avec toujours la brosse souple et l'alternance de dentifrice. Une antibiothérapie si vraiment ça commence à être purulent. Et un détartrage, et là c'est systématique, et puis le dentiste fera attention à le faire en plusieurs fois parce que ça peut être douloureux. Alors ça, vous allez le voir souvent pendant la grossesse, c'est les épulis, c'est totalement bénin. Par contre, ça peut un peu vraiment embêter les personnes. Ça régresse de toute façon et c'est pas la peine d'aller les faire saigner, ça sert à rien. Enfin, les patientes, des fois, elles se font saigner les épulis avec des cure-dents, mais ça revient tout le temps. Donc, conseillez-les de prendre leur mal en patience. C'est comme le reflux, c'est comme tous les petits maux de la grossesse, ça passera. Voilà, et puis la maladie carieuse, qui donc est liée en fait à la cohabitation de 4 facteurs. Il faut forcément qu'il y ait de la plaque dentaire bactérienne, avec des streptocoques et des lactobacilles. Il faut qu'il y ait une alimentation riche en sucre, et c'est la synthèse de ce sucre par les bactéries avec une production d'acide qui amène à dissoudre les cristaux d'émail, et puis après il y a une invasion bactérienne dans la dentine jusqu'à la pulpe dentaire. Il faut aussi un terrain, donc on a vu que chez la femme enceinte, le terrain il est vraiment propice avec les problèmes de salivation. Et le temps, donc chez les femmes enceintes aussi, le temps ne joue pas en leur faveur, notamment au niveau de l'augmentation du grignotage, du fractionnement des repas si elles ont facilement la sensation nauséeuse ou des vomissements, et éventuellement la consommation de boissons sucrées, qui est vraiment un fléau en Nouvelle-Calédonie pour la santé bucco-dentaire et pour d'autres pathologies. Et le diabète aussi. Et le traitement, donc en prévention de l'hygiène bucco-dentaire, donc vraiment pour les patientes en début de grossesse, essayer vraiment de leur conseiller, de leur donner quelques conseils en hygiène bucco-dentaire.
elles sont en général assez favorables à changer de mode d'hygiène pour leur grossesse, surtout quand Nelly vous aura expliqué après les conséquences sur la grossesse. Essayez aussi de conseiller la diminution des quantités de sucre ou de la fréquence de la consommation de sucre. Donc si elles grignotent, qu'elles alternent au moins entre des trucs pas trop sucrés et des trucs un peu plus sucrés. Et puis la fluoration, c'est toujours intéressant. Donc ça s'applique soit chez le dentiste dans des gouttières, mais ce n'est pas non plus la peine de toutes les envoyer pour de la fluoration. Sinon, il y a des bains de bouche et des gels fluorés en pharmacie. Et puis chez le dentiste, tous les soins dentaires sont autorisés. Il n'y a aucune contre-indication aux soins. L'érosion dentaire, elle est due vraiment à cette acidité pratiquement permanente en bouche et puis au fait qu'une fois qu'on a mangé, le pH a vraiment mis du temps, mais plus de temps à remonter que d'habitude. Et donc avec les grignotages, c'est l'acidité continue. Elle est augmentée aussi avec les reflux, les vomissements et avec l'abrasion en fait. Si sur une bouche avec un pH acide, on vient hyper brosser avec une brosse à dents dure, en fait on se fait des érosions des collets dentaires juste à la jonction entre la gencive et la couronne de la dent et c'est irréversible. Après, avec le temps, ça va se carier, ça va faire des caries pénétrantes parce qu'il y a très peu d'émail à cet endroit-là et donc des soins de dévitalisation quasi systématiques. Alors, évitez absolument le brossage juste après les vomissements. Rincer la bouche à l'eau et puis se brosser 30 minutes après pour éviter l'érosion. Faire attention à l'alimentation et puis fluorer pour éviter justement qu'il y ait une carie sur l'érosion. Voilà pour moi. J'en ai un. T'en as. Donc maintenant, on va voir les conséquences d'un mauvais état dentaire sur la grossesse. Donc si on reprend les dernières études qui sont sorties, donc en 2018, il y a eu une méta-analyse sur 20 articles qui montre, donc là c'est un lien entre la parodontite et le risque d'accouchement prématuré qui serait de l'ordre de un peu plus de 2 fois 2. L'étiologie serait infectieuse, donc la parodontite, on a des grammes négatifs qui entraînent une libération de toxines dans la circulation maternelle avec une réponse inflammatoire, des cytokinines, la synthèse de prostaglandine et donc des contractions. Si on prend toutes les pathologies dentaires confondues, on a des études qui nous montrent qu'il y a un risque de menace d'accouchement prématuré, cette fois de 7,5%, de fois 7,5, pardon. Un risque de prééclampsie entre 2 et 2,5 et les risques d'hypotrophie, selon les études, entre 1,7 à 4. Et en fait, les conséquences sont surtout aussi sur l'enfant. Peut-être c'est là-dessus où on pourrait beaucoup travailler, avec des choses assez simples. En fait, par transmission de la salive de la mère à l'enfant, les streptocoques mutants, comme Hélène vous a parlé tout à l'heure, dans les premiers mois de la vie de l'enfant. Donc on va avoir une apparition très précoce de caries chez l'enfant, parce que la mère, en général, elle va lécher la sucette, puis donner à l'enfant la petite cuillère, etc. Ou le père, ou la grand-mère. Alors après, voilà, ça peut être le père, l'entourage. Et en fait, on s'est rendu compte que très précocement, les études montrent que les enfants vont avoir ce streptocoque mutant relativement tôt. Et donc, au moment de l'éruption dentaire, où l'émail est très fragile et il n'est pas très minéralisé, et en fait, c'est à ce moment-là que la carie dentaire va prendre toute sa place. Et les études montrent aussi que si on soigne la mère pendant la grossesse, eh ben, on a une diminution de ces streptocoques mutants dans la salive maternelle. Et donc, on va avoir moins de caries de syndrome polycarieux chez l'enfant. Donc, on a tout intérêt à sensibiliser la mère pendant la grossesse et tout son entourage pour réaliser ces soins. Donc, on a dit que le syndrome polycarieux, c'était une transmission de la salive mère-enfant ou d'un autre adulte par la tétine, petite cuillère, les baisers sur la bouche. C'est favorisé aussi par les biberons nocturnes, qu'on retrouve très souvent, un allaitement prolongé nocturne au-delà de 2 ans, et des traitements médicamenteux avec des enfants qui, par exemple, ont très facilement des sirops le soir, et donc avec du sucre. Voilà. Donc on va conseiller l'arrêté des biberons le soir dans le lit.
Nettoyer les dents à l'eau jusqu'à 2 ans, donc soit avec une petite brosse à dents spécifique, soit avec juste une compresse humide. Et à partir de 2 ans, on peut commencer un brossage avec un dentifrice fluoré adapté à son âge. Je continue. Oui. Ah oui, ça a changé. Donc les recommandations. Donc l'HAS recommande. Donc il y a une association, comme je vous l'ai dit, de risque de prématurité et de petit poids dû à la maladie parodontale. Donc elle recommande une surveillance clinique de la cavité buccale au cours de la grossesse. Et elle nous dit par accord professionnel que la découverte d'une parodontite nécessite une prise en charge et une surveillance obstétricale accrue. C'était un dentiste qui dit. Voilà. Bah, c'est la communication avec la patiente qui dit que tiens, il faudrait aller voir le dentiste, et le dentiste qui dit oula, celle-là, il faut la surveiller quand même. C'est pas fréquent. C'est fréquent, les problèmes. Oui, c'est fréquent, mais c'est pas fréquent que le dentiste voit les femmes enceintes. Voit les femmes enceintes. Et ensuite, il y a encore trop d'idées reçues sur les soins qui sont limités pendant la grossesse, qui sont contre-indiqués. Donc, les recommandations, il existe, déjà on peut questionner sa patiente, est-ce qu'elle saigne, est-ce qu'elle a des douleurs dentaires. Il existe un petit questionnaire par rapport aux parodontites. Et si la patiente répond une fois oui à la question, le professionnel de santé qui suit la grossesse est invité à orienter sa patiente vers un chirurgien dentiste. Donc, vos gencives ont-elles saigné récemment? Avez-vous noté un gonflement? Avez-vous des dents qui bougent? Pouvez-vous voir les racines de vos dents plus facilement que par le passé? Avez-vous fréquemment un mauvais goût dans la bouche? Votre dentiste vous a-t-il dit que vous aviez une maladie de gencives? Donc ça, avez-vous déjà eu un traitement parodontal? Donc ça, c'est déjà des petits questionnements et aussi des conseils sur le brossage des dents. On en a déjà longuement parlé tout à l'heure. Un brossage plutôt 20 à 30 minutes après la prise alimentaire, en particulier s'il y a eu des vomissements. Éviter les produits acides, les grignotages, arrêt du tabac. Et donc, comme Hélène vous a dit tout à l'heure, fluoration si nécessaire, en particulier si la patiente a un reflux important avec des grignotages au bain de bouche ou avec un gel. Alors, il n'y a aucune contre-indication aux soins dentaires pendant la grossesse. Les radios, c'est sans souci. Les soins, on va faire un plan de traitement qui va être fonction du terme, du risque carieux et de la durée du traitement. En fait, c'est vrai qu'on peut facilement avoir des soins qui sont assez longs, surtout pour les dévitalisations. Et donc, on va fragmenter le traitement. Si on voit qu'il va durer 1 heure et que la patiente elle est à 6-7 mois, ça vaut peut-être le coup de le faire en 2 fois. Mais en tout cas, il faut aller au bout du traitement. On va plus facilement utiliser de l'articaïne pour l'anesthésie, mais il n'y a pas de contre-indication pour les autres anesthésiques. Le détartrage aux ultrasons ne pose aucun problème. Il n'y a pratiquement plus personne qui fait des détartrages à la main. Mais par contre, on va vérifier s'il n'y a pas de risque cardiaque valvulaire et s'il y a un risque, quel est le niveau de risque pour prémédiquer éventuellement la patiente, même si les recommandations d'antibioprophylaxie avant les détartrages ont été largement modifiées. Et puis on va vérifier les traitements médicamenteux. Donc en fait, n'importe quel professionnel de santé peut prendre en charge les conseils d'hygiène bucco-dentaire pour une patiente enceinte, dans la mesure où ils ont une importance sur le suivi de la grossesse et sur la santé du futur enfant. Donc informer la patiente de l'intérêt de l'hygiène et de la santé pour elle et pour son bébé, rassurer la patiente sur le fait que les soins dentaires ne sont pas dangereux pour la grossesse et l'orienter vers un professionnel. Donc, depuis 2017, on a un projet d'éducation sanitaire auprès des patientes, des femmes enceintes et de leurs enfants. Donc, l'objectif, c'est donc d'améliorer leur prise en charge le plus précocement possible.
Donc on avait 3 objectifs dans cette étude. C'était sensibiliser les femmes enceintes au cours de la grossesse, donc à l'impact de la santé bucco-dentaire sur la grossesse, aux principes alimentaires et aux principes d'hygiène dentaire. Tout ça, on vous l'a développé avant. Il s'agissait aussi de proposer aux patientes et qu'elles puissent bénéficier d'un dépistage bucco-dentaire, plus ou moins des soins dentaires, et d'identifier avec elles des changements possibles pendant leur grossesse et après. Donc ce projet il se déroulait en plusieurs étapes. Donc c'était avec un binôme sage-femme-dentiste. Et donc la patiente qui, au début de grossesse, était sensibilisée par la sage-femme à l'aide de plaquettes que vous pouvez voir là et qu'on a apportées ici, qui ont été créées lors du début du projet, sur donc l'hygiène, les principes alimentaires et l'impact de la santé bucco-dentaire. La sage-femme, avec la patiente, identifiait des changements possibles. On verra un petit peu plus tard. Si la femme était demandeuse, on lui proposait une consultation avec un chirurgien dentiste pour un bilan et plus ou moins des soins. Et ensuite, moi, j'ai fait quelques entretiens avec des patientes pour évaluer un peu quels avaient été leurs ressentis pendant ce projet et pour travailler avec elles sur les changements qu'elles avaient identifiés et voir un peu avec elles ce qu'elles avaient retenu, un peu des conseils qu'elles avaient eus par la sage-femme. Donc ce projet, il avait débuté en 2017 à Vopoya, au CMS de Vopoya, où il y avait 17 femmes qui avaient été incluses dans ce projet. En 2018, on a développé le projet sur 4 lieux, Montravel, Touhou, Vao et Tadine. Et il y a à ce jour, 49 patientes ont bénéficié d'un entretien éducatif qui a duré en moyenne 10 minutes. Donc les succès. En général, les femmes sont volontaires et satisfaites d'avoir abordé le sujet de l'éducation à la santé bucco-dentaire pendant la grossesse. En fait, elles disent, même quand c'est leur 3e ou 4e enfant, par exemple, on m'avait jamais parlé de mes dents pendant la grossesse, c'est quelque chose que je découvre, surtout pour les grandes multiparts, c'est quelque chose qu'elles avaient absolument, c'est un sujet qu'elles n'avaient absolument pas abordé pendant les grossesses précédentes. Une femme sur 2 a identifié des changements possibles. Donc ça peut être le brossage des dents plus régulier pour elle et aussi du coup mettre en mouvement aussi tout le reste de la famille. Utiliser une brosse à dents adaptée parce qu'en fait on s'est rendu compte que 3/4 des patientes utilisaient des brosses à dents hyper dures et se plaignaient du coup de douleurs. Une diminution des aliments et des boissons sucrées. Et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient bénéficier de soins dentaires pendant la grossesse, parce qu'elles arrivent souvent à l'entretien, ah, mais moi pendant la grossesse, j'ai pas le droit d'aller chez le dentiste, c'est pas possible, etc. Et les 2/3 des patientes qui souhaitaient accéder à une consultation dentaire, 2/3 des femmes souhaitaient accéder à une consultation dentaire pendant la grossesse. En pratique, elles n'ont pas pu toutes accéder à des consultations dentaires. On verra. Ah ben non, parce qu'en fait, j'ai inversé les diapos. Pardon. Voilà, les limites, c'est celle d'après. Voilà. On va passer aux limites, on reviendra après. Donc, elles n'ont pas pu toutes accéder aux consultations dentaires parce qu'en CMS, le problème, c'est que les dentistes ne sont pas remplacés pendant leur congé et pendant les arrêts maladie. Donc, du coup, quand ils reviennent, eh ben, en fait, ils doivent gérer les urgences. Et en fait, si par exemple le poste n'a pas été pourvu pendant 3 mois, eh ben, pendant 2 mois, ils vont faire que des urgences. Donc, ça a été un peu la limite du projet, c'est de pouvoir avoir un binôme sage-femme-dentiste pérenne. L'accès aux structures de soins en fonction de leur couverture sociale aussi, puisqu'il s'agissait, la plupart des patientes, c'était des patientes qui avaient l'aide médicale. Et elles avaient des accès assez restreints et c'est assez compliqué pour elles de prendre un bus, 2 bus pour aller au centre de soins ou depuis la brousse d'aller au dispensaire. Et quelque chose qu'elles identifient, un peu comme le tabac, où elles ont tendance à arrêter le tabac pendant la grossesse, puis elles disent « Ah mais après c'est trop dur d'arrêter, c'est trop dur de continuer les efforts après la grossesse ». C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour elles. Pendant la grossesse, elles ont réussi à ne pas manger de sucre, à faire attention, et puis après la grossesse, c'est une espèce d'explosion, un peu comme le tabac, et elles reprennent à grignoter, etc.
Et j'avais envie de vous partager le petit témoignage d'une patiente que j'ai recueillie lors des entretiens. Donc c'était sa 3e grossesse. Elle avait 2 enfants de 7 et 9 ans, les 2 premiers. Moi, je rentre du dentiste et je monte là-haut. Je vois des filles qui sont des copines et elles me demandent « Tu viens d'où ?» Je viens du dentiste. Mais la première réaction qu'elles me font, c'est « Mais tu peux arracher tes dents quand tu es enceinte ?» Je leur dis « Tu sais, c'est efficace de voir le dentiste quand tu es enceinte. Le dentiste, il nettoie tes dents et c'est bon pour le bébé. » Elles sont étonnées. Il faut aller chez le dentiste, sinon après les microbes, ça va sur le bébé. Bon, je crois qu'elle avait à peu près tout compris. Voilà, mais c'est vrai que c'était sa 3e grossesse et elle avait mis en place des choses après avec ses enfants. Et en fait, c'est un peu ses 2 premiers enfants, les voyant qu'ils commençaient à avoir une hygiène dentaire un peu déplorable, ça avait été un peu le levier qui avait fait qu'elle, pour cette 3e grossesse, elle avait compris un petit peu ce qui se passait. Donc les perspectives, donc continuer à informer les professionnels de santé sur l'impact de la contamination précoce du bébé par les bactéries pathogènes de la mère. Moi, j'avoue qu'à l'école de sage-femme, je n'ai jamais eu un cours avec un dentiste, hein, donc voilà. Donc c'est important de continuer à les former, peut-être développer aussi des outils de communication vis-à-vis des mères, parce que quand les mamans, on leur parle de cette contamination, tout de suite, elles captent bien ce que ça représente pour elles. Elles savent que les caries, il y a des bactéries dans la bouche et qu'elles imaginent très bien qu'elles peuvent transmettre à leur bébé. Donc c'est important. Peut-être travailler, comme à l'image du témoignage, sur l'information par les pairs, parce qu'on se rend compte que finalement cette patiente, peut-être elle avait plus d'influence auprès de ses copines dans le quartier que moi, sage-femme ou mes consoeurs. Identifier des nouvelles possibilités de collaboration sage-femme dans STIDS pour étendre ce dispositif. Donc on a un projet avec la mutuelle des fonctionnaires là, qu'on va essayer de mettre en place. Diffuser les dernières recommandations de bonnes pratiques sur les soins dentaires pendant la grossesse. On se rend compte qu'il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas. Donc le collège des gynécos a travaillé avec les dentistes et par exemple a émis des recommandations. C'est un 4 pages qui est très bien fait sur ce qui est possible pendant la grossesse. Voilà. Et donc on a un actualité en santé orale que peut-être vous connaissez déjà, le numéro 7, qui est sorti. Il y a encore quelques petites modifications de dernière minute à faire pour présenter un peu ce projet et les recommandations de bonnes pratiques. Merci. Merci.